Le deuxième topo concernant les tumeurs colorectales va traiter des circonstances de découverte. Le cancer colorectal peut se voir dans différentes circonstances cliniques. Ou bien on va le trouver de manière fortuite lors d'un examen d'imagerie, ou bien on va le diagnostiquer dans le cadre d'un dépistage, familial ou personnel, ou bien il sera indiqué fonction des signes cliniques digestifs. La coloscopie va jouer un rôle primordial, car la plupart du temps, c'est à la coloscopie qu'on va découvrir une lésion bourgeonnante correspondant à un cancer colorectal. Nous allons maintenant voir les circonstances de découverte du cancer colorectal à l'imagerie, et nous allons voir deux situations cliniques. La première est le cas d'un patient qui présente une altération de l'état général avec une perturbation du bilan hépatique, ce qui va l'amener à réaliser une échographie abdominale. Quand on regarde ce foie, on retrouve au niveau du foie des lésions intrahépatiques, hypoéchogènes, multiples. On va les regarder un peu plus précisément et on va voir que ces lésions sont arrondies, intrahépatiques et qu'elles sont très évocatrices de lésions secondaires. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va réaliser un scanner abdominopelvien, thoraco-abdominopelvien, il faut faire l'acquisition thoracique, de préférence injectée. Je vous montre un cas de la vraie vie, une patiente chez qui on a découvert des lésions intrahépatiques dans un contexte d'altération de l'état général. Cette patiente était âgée, elle avait 90 ans et elle avait une insuffisance rénale chronique. Donc nous n'avons pas pu réaliser un scanner injecté. Je vous montre d'abord la série scanographique abdominopelvienne non injectée. Donc on commence par l'étage thoracique bas et nous voyons à l'étage thoracique bas des lésions nodulaires intraparenchymateuses thoraciques. Nous allons les voir à la fin de l'examen en fenêtre pulmonaire. Je continue à descendre et dès que j'arrive au sommet du foie, au domo hépatique, je tombe sur une lésion hypodense intrahépatique qui est très évocatrice de lésions secondaires. Je continue à descendre et je constate que ce foie est le siège de multiples lésions hypodenses qu'on devine malgré le caractère non injecté de ce scanner. Encore une autre lésion ici, encore une lésion ici, et je continue à descendre. Une lésion ici. Je vois que les reins de la dame sont très atrophiés, correspondant à une insuffisance rénale chronique. Je vois également que sa vésicule biliaire est le siège de multiples lithiases intravésiculaires, et je continue à descendre. Je vais prêter attention au côlon. Voici la portion du côlon transverse, et j'arrive à l'angle colique. Quand j'arrive à l'angle colique, je vois que cet angle est très épaissi, infiltré, avec une nette infiltration de la graisse péricolique, ce qui correspond à un cancer. Il n'y a pas de dilatation d'amont, donc cette patiente n'est pas occluse. Je vérifie qu'il n'y a pas de carcinose et qu'il n'y a pas d'acide sur l'ensemble du volume abdominopelvien. Dans ce cas, après avoir réalisé l'acquisition abdominopelvienne, je fais quand même un scanner thoracique parce que j'ai vu des lésions intraparenchymateuses pulmonaires et je confirme en fenêtre parenchymateuse le caractère secondaire, c'est-à-dire la présence de multiples nodules intraparenchymateux pulmonaires, comme vous voyez ici, 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 multiples, bilatéraux, puisque j'en vois à droite et à gauche, et je revois mes images après ici et ici. Toutes ces lésions sont des lésions secondaires. Je continue à descendre. Ça, c'est la lésion qu'on voyait tout à l'heure en fenêtre abdominale sur les bases thoraciques, et c'est des lésions secondaires. Donc, je peux dire qu'il s'agit d'un cancer du côlon métastatique au foie et au poumon. Bien sûr, j'aurais vérifié en fenêtre osseuse qu'il n'existe pas de lésions secondaires osseuses. Je vous montre des reconstructions sagittales et coronales de ce cancer centré sur l'angle colique droit qu'on voit bien ici, avec l'infiltration de la paroi du côlon et l'infiltration de la graisse péricolique. Donc, on voit encore une fois qu'on peut bien traiter les images, bien les regarder, même sans injection de produit de contraste. Évidemment, avec une injection de produit de contraste, l'examen aurait été plus joli, on aurait pu porter le diagnostic encore plus facile. Quand on est devant un épaississement pariétal digestif, comment peut-on être sûr qu'il s'agit d'un épaississement néoplasique? Comment on peut faire la différence avec une diverticulose? Un épaississement pariétal secondaire à une diverticulose va être centré, régulier et progressif, comme on peut le voir ici. Alors qu'un épaississement néoplasique va être plutôt excentré,
irrégulier et à raccordement aigu, comme on peut le voir ici. Bien sûr, ceci est affaire de spécialistes et dans tous les cas, une coloscopie est nécessaire dans un contexte de diverticulose, de découverte de diverticulose et encore plus dans un contexte d'inflammation, c'est-à-dire de diverticulite, dans les semaines qui suivent cet épisode inflammatoire. Nous allons voir maintenant le deuxième cas de figure clinique qui consiste en un tableau de douleur abdominale, un important ballonnement et un arrêt progressif du transit sans vomissement. Dans ce cas, on va suspecter un syndrome occlusif colique et nous allons réaliser un scanner thoraco-abdominopelvien injecté afin de vérifier l'existence d'un éventuel syndrome de masse sur le côlon. Voici donc une boucle scanographique d'un scanner abdominopelvien injecté, plutôt au temps portal, sur lequel nous allons suivre le côlon pour vérifier ce qui s'y passe. Donc nous voyons que ce côlon, ici l'angle colique gauche, ici le côlon transverse, est très distendu, très distendu, donc il existe probablement une occlusion. Donc ce que je fais, c'est que je vais suivre le côlon du côlon transverse vers le côlon droit, j'arrive à l'angle colique droit qui est très distendu, je descends vers le cécum, et je vois que ce cécum est vraiment de taille très importante, supérieure à 10 cm, donc il y a risque de perforation diastatique de ce côlon. Donc, le côlon droit est distendu, le côlon transverse est distendu. Je remonte dans l'autre sens pour vérifier, pour visualiser l'endroit de l'obstacle. Distension, je fais le chemin dans le sens inverse, côlon transverse, j'arrive à l'angle colique gauche et je suis le côlon gauche. Distension, distension, distension. Et là, je tombe sur une réduction importante du calibre de ce côlon, qui est probablement due à cet épaississement excentré de la paroi du côlon et qui est un cancer. En aval, il n'y a pas de distension colique. Je suis l'aval jusqu'au bout, donc là je suis dans la boucle sigmoïdienne, j'arrive jusqu'au rectum et il n'y a pas de distension. Je remonte, absence de distension, boucle sigmoïdienne non distendue, angle colique, côlon, début du côlon gauche, épaississement pariétal excentré et distension d'amont. Donc, je peux dire qu'il existe un syndrome occlusif organique colique secondaire, un syndrome de masse du côlon gauche. Je fais une reconstruction que je vais vous montrer dans pas longtemps. Hop, je fais une reconstruction dans le plan coronal de ce scanner sur lequel je veux montrer la partie la plus en aval du côlon gauche, le syndrome de masse centré sur le côlon gauche et la distension d'amont. Avec cette reconstruction, je peux parler aux cliniciens, c'est-à-dire aux gastrologues et aux chirurgiens, pour leur montrer ce syndrome de masse. C'est donc fini pour les circonstances de découverte du cancer colorectal. Prochain topo, bilan préthérapeutique et surveillance du cancer colorectal. Je vous remercie.